Bonjour à tous, il est présentement midi. On va démarrer le webinaire aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir à cette première session de webinaire qui est offerte par le Centre québécois du droit de l'environnement en matière d'expropriation. Je vous rappelle que c'est un webinaire qui est la première partie d'une série de deux. Nous aurons une seconde conférence ce jeudi à la même heure, à midi. Mon nom est Merlin Vogel, je suis avocat au Centre québécois du droit de l'environnement. Avant de débuter notre conférence, je me doute que dans la salle, il y a des personnes qui font partie d'un public qui est habituellement moins notre public cible. Donc, je me permets de présenter notre organisme, le Centre québécois du droit de l'environnement. Donc, c'est un organisme qui a été fondé en 1989 qui a une mission qu'on peut résumer comme étant de veiller à une évolution positive du droit de l'environnement. Les actions de notre organisme, pardon, s'articulent majoritairement autour de trois axes d'intervention. Le premier axe est une mission de vulgarisation et d'accroissement de l'accès à l'information. Pour ce faire, on bénéficie de plusieurs outils qu'on met à votre disposition, notamment une banque juridique gratuite qui est accessible en ligne gratuitement, qui vous permet de saisir rapidement les tenants et aboutissants de concepts juridiques assez avancés. C'est un outil qui est financé par la Chambre des notaires. Lorsque Obiter ne satisfait pas ou ne répond pas à vos questions, on met aussi à votre service la ligne verte, qui est une ligne qui vise à transmettre de l'information juridique aux citoyens, mais aussi aux municipalités ou aux inspecteurs en matière environnementale, notamment, qui ont parfois font face à des questions assez pointues. Il nous fait dans ce temps-là plaisir de vous accompagner là-dedans. Bien entendu, le CQDE présente aussi des conférences, des ateliers, un peu comme aujourd'hui. Notre second axe d'intervention, ce sont les réformes législatives et réglementaires. Donc, le CQDE est fréquemment appelé à intervenir en commission parlementaire, mais aussi à participer aux consultations publiques, parfois par le biais de mémoires écrits, et s'implique, bien entendu, dans des activités de veille juridique, de veille législative et jurisprudentielle, à savoir les interprétations que donnent les tribunaux aux lois à caractère environnemental. Notre troisième axe d'intervention se situe davantage dans les interventions judiciaires, dans le litige, c'est-à-dire que le CQDE va fréquemment intervenir pour s'assurer d'une interprétation judiciaire conforme au droit en matière de l'environnement, pour intervenir en faveur d'un droit positif à l'environnement. Parfois, le CQDE va aussi agir à titre de partie dans un litige lorsqu'il considère que l'application des lois n'est pas respectée en matière environnementale. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à notre infolettre. Vous avez un code QR qui est affiché à gauche. Il sera aussi affiché dans la dernière partie du webinaire aujourd'hui. Ma consoeur Sophie, qui est avec moi aujourd'hui, va veiller à partager avec vous un lien pour vous permettre de vous inscrire en ligne aussi pour ceux et celles qui le souhaiteraient. N'hésitez pas à le faire si vous n'étiez pas déjà abonné à notre infolettre. Alors aujourd'hui, premier webinaire d'un sujet assez complexe, le droit de l'expropriation. Aujourd'hui, l'objet de la conférence est de transmettre les bases qui vont servir à comprendre adéquatement ce qu'est l'expropriation de droit, ce qu'est l'expropriation de fait, les enjeux qu'on rencontre en contexte d'indemnisation, tout ça lorsque l'expropriation ou certaines limitations au droit de propriété se situent dans un contexte où la conservation des espaces naturels est en jeu. Lorsque je parle de conservation aujourd'hui, vous devez l'entendre au sens de protection des milieux naturels, des habitats essentiels, création d'espaces verts, efforts de lutte contre les changements climatiques, efforts contre la perte de la biodiversité. Finalement, j'utilise le terme conservation de façon assez large pour englober tous les actes qui ont pour objet de préserver la nature, de la conserver, soit pour sa valeur en elle-même, soit au bénéfice des collectivités. Tout point de départ, lorsqu'on réfléchit à l'expropriation, nécessite qu'on s'intéresse d'abord aux limites inhérentes au droit de propriété en droit québécois et canadien. On va aussi toucher aujourd'hui l'expropriation de droit, donc l'expropriation qui s'exerce en vertu d'une loi particulière en matière environnementale. On va s'intéresser, bien entendu, au concept, au phénomène assez explosif de l'expropriation déguisée pour finalement se pencher un peu sur l'indemnisation. Bien entendu, il demeure de rester conscient, comme je le disais, qu'aujourd'hui est un exercice de vulgarisation juridique qui vise à accroître la participation des citoyens lors des consultations relatives au projet de loi 22 qui débute le 14 septembre prochain. Le projet de loi 22 est un projet de loi qui vise à réformer complètement la loi sur l'expropriation en la remplaçant par une nouvelle loi.
Le projet de loi est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Il a été déposé, si ma mémoire est juste, le 25 mai dernier. Donc, je vous invite à participer à nos 2 conférences, bien entendu. La première aujourd'hui qui est plus simple. Si vous êtes un mordu du droit de l'expropriation, cependant, je vous invite davantage à tourner votre regard vers la seconde conférence qui est prévue jeudi à la même heure. À ce moment-là, le CQDE présentera ses constats sur le projet de loi 22 ainsi que ses recommandations qui sont aussi exprimées dans un mémoire qui sera déposé à l'Assemblée nationale, bien entendu. Alors, on se lance aujourd'hui dans l'expropriation. D'abord, il faut comprendre que l'expropriation, au sens général, est toujours l'exercice par une autorité d'un pouvoir qui lui permet de contraindre un propriétaire à lui céder sa propriété à des fins publiques et contre indemnisation. Lorsqu'on réfléchit à l'expropriation de droit, s'impose une question qu'un collaborateur du CQDE formulait à notre sens de façon très juste. Est-ce que nécessairement en matière de conservation, on doit acquérir tout ce qui mérite d'être protégé? C'est une réflexion qui est au fondement des réflexions de ce qui touche à l'expropriation de droit et de fait, puisque ces concepts-là nous invitent à réfléchir aussi aux limites du droit de la propriété, jusqu'à quel point un propriétaire entretient certaines responsabilités envers la collectivité en matière de conservation. On va le voir dans un instant. Mais aussi à se questionner donc sur la responsabilité de l'État. Est-ce qu'il appartient uniquement à l'État de déployer des efforts de conservation ou est-ce que les individus, les propriétaires notamment, ont aussi des responsabilités? Donc, c'est la recherche, en contexte d'expropriation, d'un juste équilibre entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. En ce moment, l'expropriation de fait, je vous en fais un bref résumé qui ne saurait prétendre un caractère exhaustif, bien entendu, mais la situation de l'expropriation de fait, elle est relativement explosive. Je vous ai mis quelques chiffres à l'écran qui démontrent là, 3 exemples uniquement de recours qui sont présentement pendants, notamment contre la CMM, donc la Communauté métropolitaine de Montréal, mais aussi contre la municipalité de Rosemère, ainsi que la ville de Saint-Bruno. Donc, tout ça, ce sont des recours qui sont présentement pendants devant les tribunaux. Assurément, il est difficile de déterminer avec précision toutes les sommes qui sont en jeu quant aux recours présentement pendants en matière d'expropriation de fait devant le corps judiciaire. On peut estimer, par contre, aisément, au regard des simples chiffres qui sont là, que les indemnités qui sont réclamées peuvent s'évaluer facilement à environ 1 milliard de dollars, en tenant compte uniquement de ce qui transpire dans les médias notamment. Vous aurez compris, bien entendu, qu'avec les greffes dans les palais de justice qui ne sont pas numérisés, on ne peut pas accéder à l'ensemble des réclamations qui sont présentes dans l'ensemble des demandes au Québec. Donc, on doit se fier à l'information qui filtre, ce qui donne encore un caractère davantage nébuleux au concept de l'expropriation de fait. Cependant, ce qu'on constate, c'est qu'à l'heure actuelle, l'expropriation de fait est un phénomène qui exerce une pression très forte sur les finances publiques, mais aussi sur les municipalités qui sont les principales actrices en matière d'aménagement du territoire au Québec. On voit même en réponse à ce phénomène-là certaines MRC, comme la MRC d'Argenteuil, le dernier exemple qui est dans le bas de la diapositive, qui refusent pour l'heure d'adopter leurs plans régionaux de milieux humides et hydriques euh, en raison de l'absence de réponse suffisante du gouvernement au phénomène de l'expropriation déguisée, notamment par le projet de loi 22. Le droit de propriété, c'est le premier point d'ancrage de toute réflexion sur l'expropriation, comme je le mentionnais. Il faut saisir que le droit de propriété a trop fréquemment été défini comme le socle de notre société, comme un des piliers de notre société ou comme un élément au fondement de notre fonctionnement social. D'un point de vue économique et politique, c'est tout à fait exact de le dire. Personne ne peut nier qu'on existe au Québec dans une société qui est capitaliste. Cependant, d'un point de vue juridique, il est tout à fait inexact d'affirmer que le droit de propriété revêt un caractère prépondérant. En fait, il ne revêt aucun caractère constitutionnel. Je vous taquine un peu en écrivant, on sort nos gros mots. Un droit constitutionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un droit qui a une force plus grande que des droits qui sont prévus dans des lois particulières. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans une loi ordinaire, porter atteinte à un droit qui est prévu dans la charte, un droit qui est constitutionnel. Au Canada, le droit de propriété n'est pas constitutionnalisé et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un oubli. Au contraire, les tribunaux, pardonnez-moi, les tribunaux indiquent que le droit de propriété, c'est un choix intentionnel du constituant de ne pas l'avoir intégré à la Charte canadienne.
Il n'a pas ce statut-là particulier de droit constitutionnel et donc, les gouvernements peuvent porter atteinte au droit de propriété. Je vous cite dans la diapositive l'arrêt Irwin-Toys, qui est toujours l'arrêt de principe qui s'applique en la matière, où la Cour suprême nous dit que c'est un choix intentionnel de ne pas inclure ce droit-là dans les garanties supralégislatives, donc prépondérantes. Au Québec, même écho. Le droit de propriété, il est prévu dans la Charte des droits et libertés de la personne, qui est la charte constitutionnelle de la province. Cependant, le constituant ou le législateur, dans ce cas-ci, a choisi d'y intégrer des limites. C'est-à-dire que ce droit existe, le droit à la propriété, il est reconnu comme un droit fondamental, sauf dans la mesure prévue par la loi. C'est-à-dire qu'une loi ordinaire peut toujours venir porter atteinte au droit de propriété et ne sera pas considérée invalide ou inconstitutionnelle en raison de l'atteinte au droit de propriété. La même chose se retrouve d'ailleurs dans le Code civil à l'article 947 qui définit le droit de propriété comme un droit de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve, encore ici, des limites et des conditions d'exercice qui sont fixées par la loi. L'ensemble de ces dimensions-là font écrire aux tribunaux donc que le droit de propriété au Québec n'a pas un caractère prépondérant. Cependant, le droit de propriété, il est souvent défini comme un droit qui est absolu. On retrouve cette formulation-là dans beaucoup de doctrines juridiques, dans beaucoup de décisions des tribunaux. Effectivement, c'est un droit qui est absolu, le droit de jouir et de disposer librement et complètement de ses biens. Il ne faut pas confondre cette dimension-là avec un droit qui donne un droit à un usage absolu du bien. On est tous conscients au Québec que notre droit de propriété, il est limité par une multitude de lois, de règlements, même parfois certaines conventions, voire des us et des coutumes. De façon traditionnelle, cependant, on peut concevoir cet aspect-là sous l'angle des règlements de zonage qui importent des limitations importantes au droit de propriété et qui ne sont pas illégales pour autant ou illégaux, ces règlements de zonage-là. Même chose en matière d'urbanisme ou de troubles de voisinage. Donc, l'ensemble de ces notions-là viennent imposer des limites à l'exercice du droit de propriété et ne portent pas pour autant atteinte à ce droit-là d'une façon telle qu'elle constitue des expropriations. Bien sûr, une limite qui est importante en matière de droit de la propriété, ce sont les limitations qui existent en matière de droit environnemental. Je vous donne un exemple qui est généralement bien connu. Il est interdit de remblayer un milieu qui est humide. Cependant, le propriétaire qui, sur son terrain, a 25 de milieu humide ne peut pas donc les développer, ne peut pas pour autant plaider de l'expropriation de fait en raison des interdictions ou des limites que lui imposent certaines lois. Bien entendu, ça a déjà été tenté, souvent ça a été refusé, mais cette limite-là n'est plus remise en question. On voit donc une évolution du concept de l'expropriation déguisée ou de l'expropriation de fait. On peut aussi penser à un autre exemple en matière environnementale qui est par exemple une interdiction de nuire aux habitats des espèces floristiques. Donc, un propriétaire qui, sur son terrain, a certaines espèces qui sont déclarées comme menacées ou vulnérables au Québec ou à travers le pays, ne peut aller nuire aux habitats où sont présentes ces espèces-là, même si elles font partie de sa propriété. Encore ici, on parle d'une limitation du droit de propriété qui ne constitue pas de l'expropriation. En fait, la réflexion de l'ensemble de ces dimensions-là a amené la Cour d'appel du Québec à se pencher à un certain moment sur la responsabilité des propriétaires envers la collectivité. Je vous lis simplement le premier paragraphe qui apparaît à la diapositive qui est à l'écran. C'est une décision qui a été rendue en 1993, donc il y a déjà 30 ans. La Cour d'appel écrivait alors ceci. La protection de l'environnement et l'adhésion à des politiques nationales est, à la fin de ce siècle, plus qu'une simple question d'initiative privée, aussi louable soit-elle. C'est désormais une question d'ordre public. Par voie de conséquence, il est normal qu'en la matière, le législateur, protecteur de l'ensemble de la collectivité présente et future, limite parfois même sévèrement l'absolutisme de la propriété individuelle. Le droit de propriété est désormais de plus en plus soumis aux impératifs collectifs. C'est là une tendance inéluctable puisque au Québec, comme dans bien d'autres pays, la protection de l'environnement et la préservation de la nature ont trop longtemps été abandonnées à l'égoïsme individuel.
Donc, c'est une reconnaissance claire que les propriétaires doivent supporter certaines limitations à leur droit qui n'est pas absolu lorsque vient le temps de penser à l'environnement au bénéfice de tous et de l'environnement pour lui-même. Ce qui nous amène à parler maintenant d'expropriation de droit. L'expropriation de droit est peut-être le concept qui est le plus facile à cerner dans le cadre du projet de loi 22 et de façon générale dans la jurisprudence. Donc, l'expropriation est souvent définie comme une opération par laquelle l'administration publique contraint la cession de propriété en échange d'une indemnité offerte aux propriétaires. Au Québec, l'expropriation de droit, elle est encadrée par la loi sur l'expropriation. Cette loi-là prévoit notamment la procédure, les règles applicables à un organisme ou à une autorité publique qui souhaite exproprier et qui se voit confier le pouvoir de le faire. Donc, on voit dans une multitude de lois, une pléthore de lois, différents pouvoirs d'expropriation qui sont confiés à des instances publiques, voire parfois à des personnes morales de droit public. Je vous ai mis à l'écran l'exemple d'Hydro-Québec, par exemple, qui peut exproprier pour construire des lignes électriques et favoriser la transmission ou élaborer le réseau électrique. Les MRC, municipalités, communautés métropolitaines, bénéficient aussi de pouvoirs explicites d'expropriation. Par acquis de conscience, aujourd'hui, je vous épargne toutes les questions de procédure, comment se déploie une expropriation, quelles sont les étapes préliminaires, les avis, etc. Ce ne serait pas utile à saisir vraiment les fondements du droit de l'expropriation. Donc, on aborde uniquement le corps. En quoi est-ce que ces pouvoirs-là d'expropriation, toutefois, sont pertinents en matière de conservation? Bien entendu, le premier exemple qui nous vient à l'esprit, c'est souvent la création d'aires protégées, de parcs nationaux, etc. Donc, le fait de venir conserver une terre en entier ou une parcelle de terre. Vous le voyez, ce pouvoir-là d'expropriation explicite dans plusieurs lois à caractère environnemental au Québec. Je vous en ai mis une liste qui n'est pas exhaustive là, à l'écran. Mais un bon exemple apparaît aussi là, dans le bas de la diapositive. Et un bon exemple donc de pouvoir explicite de conservation existe en matière de protection des espèces menacées et vulnérables. Donc, on peut y lire que le ministre peut, aux fins de protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables, acquérir par expropriation. Donc, il peut le faire lorsqu'il souhaite le faire. Et à ce moment-là, le pouvoir, il est exercé de façon explicite, c'est-à-dire que le ministre déclare, j'acquiers ce terrain-là, je vous compense en conséquence, en suivant la procédure, bien entendu, qui apparaît à la loi sur l'expropriation. Donc, les ministères et organismes de l'État ont des pouvoirs d'expropriation aux fins de conservation. Au niveau municipal maintenant, on retrouve les pouvoirs généraux d'expropriation dans deux lois en particulier, la loi sur les cités et les villes et le Code municipal du Québec. Ces pouvoirs-là prévoient qu'une municipalité ou une instance municipale peut exproprier à des fins municipales. On voit aussi parfois dans la loi, notamment sur l'aménagement et l'urbanisme, la possibilité d'exproprier, notamment pour mettre en œuvre un plan d'urbanisme. Donc, une responsabilité ou un pouvoir qui est conféré aux instances municipales. Qu'est-ce qu'une fin municipale? Le CQTE bénéficie d'informations à l'effet que certaines municipalités craindraient encore d'exproprier aux fins de conservation ou ne seraient pas certaines du pouvoir dont elles disposent d'exproprier aux fins de protection de l'environnement. Je vous invite à écarter tout de suite ce brouillard-là de votre esprit. Le pouvoir des municipalités MRC, CMM et autres communautés métropolitaines d'exproprier aux fins de protection de l'environnement, il est explicite, absolument non équivoque. En fait, d'emblée, je vous soumets que la loi sur les compétences municipales prévoit expressément la compétence des municipalités en matière d'environnement. Mais plus encore, avec le temps, il y a plusieurs décisions des tribunaux, y compris de la Cour suprême, qui sont venues confirmer non seulement le pouvoir des municipalités d'agir en matière d'environnement, mais aussi parfois le devoir de le faire. Lorsqu'on regarde pour des termes encore plus explicites, si le doute n'était pas suffisamment éclairci avec les exemples que je vous soumets à l'écran, je vous invite à prendre connaissance de la décision Saint-Lazare où la Cour supérieure adoptait déjà en 2011, là, donc il y a déjà 12 ans, des termes assez forts pour dire que oui, la conservation est une fin municipale qui s'exerce dans l'intérêt public. Donc, pour toutes les municipalités, s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui qui douteraient encore de leur pouvoir d'exproprier à des fins de conservation, ce n'est pas le cas.
vous pouvez parfaitement adopter ce genre de mesures-là pour protéger l'environnement au bénéfice des collectivités. On peut même songer à la possibilité d'exproprier, par exemple, pour accroître l'accès à la nature ou lutter contre les changements climatiques par la création d'espaces verts. Donc, l'expropriation de droit, c'est un concept qui est relativement simple. Ceci étant, c'est un pouvoir qu'on constate être peu utilisé en matière de conservation. À ceux qui se demanderaient, oui, mais la semaine dernière, on a vu le ministre de l'Environnement intervenir et protéger plusieurs aires sur le territoire. On ne parlait pas alors d'expropriation. Dans la grande majorité des cas, on parlait plutôt de conservation de territoires qui sont déjà du domaine de l'État, donc qui n'appartenait pas à une autre personne, mais qui appartenait déjà à l'État. Et l'État, en effectuant la réserve, vient simplement limiter les usages qui peuvent être faits de ses propres terres. Donc, lorsque l'expropriation s'exerce en vertu d'une loi particulière, je le mentionnais rapidement tout à l'heure, mais elle est très claire. L'intention, elle est explicite. Le but est d'acquérir complètement la propriété. Et c'est un pouvoir qui a des implications claires aussi, puisque l'expropriation appelle toujours à une indemnisation du propriétaire. La problématique en matière d'expropriation de droit, elle se situe davantage au niveau de l'indemnisation, une indemnisation que le CQDE considère problématique tant pour l'expropriation de droit que pour l'expropriation de fait ou ce qu'on appelle l'expropriation déguisée. Je vais y venir en fin de conférence dans quelques instants. On s'attaque maintenant au gros morceau de l'expropriation de fait. L'expropriation de fait, c'est ce qu'on désigne aussi sous l'appellation expropriation déguisée, ou lorsqu'un règlement ou un acte est allégué avoir un effet expropriant. Au CQDE, on emploie davantage l'expression expropriation de fait, puisqu'on considère que l'expropriation déguisée a un caractère ou comporte de façon inhérente un caractère malveillant qui a trait à la mauvaise foi. Et il faut s'enlever cette idée-là de l'esprit même lorsque les tribunaux déclarent qu'on est face à une situation d'expropriation de fait, l'intention de la municipalité n'est pas un critère applicable. En fait, elle peut agir de façon tout à fait légitime en vertu des devoirs et des pouvoirs qui lui sont confiés et malgré tout engendrer une situation d'expropriation de fait. Qu'est-ce que c'est l'expropriation de fait? C'est un concept qui a été développé par les tribunaux. Il n'est pas prévu dans la loi sur l'expropriation de fait. C'est une situation factuelle qui repose sur l'article 952 du Code civil du Québec qui est affiché à l'écran. Cette situation-là, elle intervient lorsqu'un un propriétaire allègue que des limitations imposées à son droit de propriété ont un tel poids ou limite à ce point son usage de la propriété qu'il fait face dans les faits à une contrainte de céder sa propriété, donc à une expropriation, alors que l'État ne l'indemnise pas pour son terrain. Dans ce contexte-là, le propriétaire va chercher à se tourner vers les tribunaux, va entreprendre un recours judiciaire pour réclamer que la propriété passe donc aux mains de l'État contre une indemnisation. C'est une théorie d'expropriation de fait qui a été élaborée, comme je le disais, par les tribunaux. Au départ, on peut comprendre qui avait pour objet de limiter les abus de l'État, donc de permettre une intervention face à l'État qui agirait de façon oblique pour tenter d'éviter de payer une indemnité au propriétaire. Donc, on comprend que l'expropriation de fait a une certaine nécessité dans notre droit, repose sur notre droit civil. La problématique, elle intervient davantage dans le fait que le législateur, en n'encadrant pas ce qu'est l'expropriation de fait, a engendré ou a alimenté une évolution par les tribunaux de l'interprétation qu'ils font de l'expropriation de fait, ce qui amène aujourd'hui une grande imprévisibilité. L'expropriation de fait, donc, il faut retenir que c'est un concept qui s'applique à des pouvoirs qui ne sont jamais des pouvoirs d'expropriation. Ce sont des limites imposées en vertu de pouvoirs autres que des pouvoirs d'expropriation qui sont mis en cause, et tous les pouvoirs qui imposent certaines contraintes, certaines limites au droit de propriété sont susceptibles de faire l'objet d'allégations d'expropriation de fait. C'est pas pour autant, bien entendu, que les tribunaux vont admettre dans toutes les situations qu'il y a expropriation de fait. Au contraire, il y a quand même certains critères qui ont été développés jurisprudentiellement, mais il faut comprendre tout de même que le simple fait d'entreprendre des recours déporte sur l'État, sur les collectivités, l'obligation d'assumer les frais, les honoraires d'avocat et les frais judiciaires, bien entendu. En matière de conservation, pardon,
l'effet du phénomène de l'expropriation de fait, il est particulièrement exacerbé. J'aurais même tendance à vous dire, là, après avoir baigné dans l'expropriation de fait depuis maintenant quelques semaines et en avoir pris connaissance de beaucoup, beaucoup de décisions, j'aurais même tendance à vous dire que dans la grande majorité des cas, les recours en matière d'expropriation de fait mettent en cause des pouvoirs de conservation. C'est même la sphère privilégiée des représentations pour allégation de fait que les pouvoirs de conservation. En premier lieu, on pense d'abord au pouvoir de zonage, de lotissement des municipalités qui sont fréquemment au cœur du débat. On pense aussi à la protection des milieux humides et hydriques qui ont été au départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fer de lance des plaidoiries en matière d'expropriation de fait, bien qu'on les voit moins aujourd'hui. On peut penser aussi, bien entendu, à la loi sur la qualité de l'environnement qui revient fréquemment alors qu'on allègue qu'elle exerce des contraintes ou qu'elle impose des contraintes trop importantes sur le droit de propriété. De façon très majoritaire, ce sont les pouvoirs de conservation de l'État qui sont attaqués dans des recours d'expropriation de fait. L'expropriation de fait, il est difficile de l'aborder sans nécessairement regarder les critères qui sont élaborés par les tribunaux. Dans la plus récente décision en matière d'expropriation de fait en droit québécois, donc j'écarte l'arrêt Annapolis, là, qui est rendu en droit de commune là, mais donc la plus récente interprétation est l'arrêt Duprat qui a été rendu, si ma mémoire est juste, en mai 2022. Je m'intéresse uniquement au premier paragraphe de la décision, qu'on peut lire ainsi. Rappelons d'abord que l'expropriation déguisée résulte d'un acte qui a pour effet de déposséder un particulier ou une entreprise d'un bien ou d'enlever pratiquement toute possibilité d'usage d'un bien. Un simple changement de zonage, pas plus que la seule diminution de la valeur de l'immeuble ou une perte de valeur potentielle ne suffisent pour conclure à une expropriation déguisée. Le geste de la ville doit équivaloir à une négation absolue de l'exercice du droit de propriété ou à une véritable confiscation de l'immeuble. Le critère généralement retenu pour évaluer son existence étant que les restrictions imposées doivent avoir pour effet de supprimer toute utilisation raisonnable de l'immeuble. D'abord, immeuble, pour les non-juristes qui sont avec nous aujourd'hui, en droit, ça implique des bâtisses, ça implique aussi un terrain. Donc, lorsqu'on parle d'expropriation d'un immeuble, on vise aussi souvent, bien souvent, en fait, plus souvent qu'autrement, le terrain. Antérieurement, il faut savoir que ce critère était de l'utilisation raisonnable qu'il reste d'un terrain est interprété de façon très restrictive, conformément à ce qu'on voit d'ailleurs au premier paragraphe, c'est-à-dire qu'on parlait vraiment de négation absolue, de stérilisation du droit de propriété, voire d'une véritable confiscation. Donc, on était vraiment dans la négation complète du droit de propriété. Or, la définition de ce qu'est une utilisation raisonnable d'un terrain s'est élargie. On peut réfléchir à la question en se demandant, mais qu'est-ce que c'est qu'une utilisation raisonnable? Est-ce que c'est le droit de construire? Est-ce que c'est le droit de développer comme on l'entend? Est-ce que c'est le droit d'exploiter une terre? De quelle façon? Entre vous et moi, le simple fait de poser ces questions-là témoigne du caractère assez subjectif de ce qu'est l'utilisation raisonnable qui doit rester sur un terrain avant qu'on puisse conclure à une expropriation de fait. Donc, ce critère-là a été appelé à évoluer d'une façon telle qu'aujourd'hui, on ne parle plus uniquement de toute utilisation raisonnable d'un terrain ou d'un immeuble. On parle aussi d'un critère nouveau qui émane de la jurisprudence de la Cour suprême en matière de common law. Vous pardonnerez pour les termes un peu obscurs, mais donc qui vient de régime des autres provinces, où on parle davantage d'une utilisation potentielle optimale du terrain. Et là, on franchit un pas entre se projeter dans le futur en faveur des projets qu'anticipe un investisseur ou un promoteur qui achète une terre et qui souhaite la développer. Lorsqu'on parle d'utilisation potentielle optimale, on va donc vers l'avenir, plutôt que de se cantonner à vérifier quels étaient les usages qui avaient cours sur la terre, que permet la réglementation à l'heure actuelle et à quoi peut s'attendre un propriétaire qui a acheté ce terrain-là sans nécessairement se déporter vers des projets futurs ou des possibilités futures. On va revenir beaucoup sur ce contexte, ce concept-là aussi, pardon, en matière de détermination de l'indemnité définitive dont doit bénéficier un propriétaire en cas d'expropriation. Il faut aussi considérer que lorsqu'on parle d'expropriation de fait,
Les tribunaux retiennent que l'intention des municipalités ou de l'autorité qui a exercé un pouvoir, là, qui est allégué avoir un effet expropriant. Donc, l'intention n'est pas dérimante. Elle ne s'impose pas comme un critère qui est requis ou qui doit être considéré par les tribunaux. Au contraire, les tribunaux s'astreignent à ne vérifier que l'effet de l'acte ou du règlement sur la propriété, sur le propriétaire. Donc, c'est la seule considération qui entre en ligne de compte. Lorsqu'on regarde l'évolution de l'expropriation de fait, de cette dynamique-là qui évolue avec les tribunaux, ce qu'on constate, c'est qu'elle s'écarte de plus en plus de la volonté du législateur québécois, donc du droit civil qui est prévu au Code civil du Québec. En fait, elle s'y écarte. Pourquoi? Je ne vous apporte pas dans toutes les méandres, mais à tout le moins, on peut considérer le fait que le Code, à l'article 952, le Code civil, prévoit que le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété. Or, la cession d'un droit en droit civil, c'est un concept qui est défini comme le droit de propriété. Le droit de propriété est difficile à saisir, mais ce qu'on sait, c'est qu'il peut être démembré, c'est-à-dire défait en différents attributs sans nécessairement qu'il y ait perte de la propriété. Et étonnamment, c'est le dernier point que je soumets sur cette question-là qui est plus complexe, mais étonnamment, les décisions des tribunaux ne vont que rarement, voire jamais vérifier si on est face à un démembrement du droit de la propriété ou à une modalité du droit de la propriété. Au contraire, ils ne vont que vérifier si on est face à un reliquat d'utilisation raisonnable du terrain. Et il y a donc un écart entre ce que souhaitait le législateur en droit civil et ce qui se produit maintenant devant les tribunaux. Ça entraîne une grande imprévisibilité juridique, le fait de s'en remettre à un critère aussi subjectif que l'utilisation raisonnable, en l'absence de balises juridiques. On le voit, je vous le mentionnais tout à l'heure, avec une déformation de ce qu'est une utilisation raisonnable et un élargissement à chacune des occasions qui est plaidé, parfois avec beaucoup de succès, parfois avec beaucoup de talent aussi, et qui apporte le droit à s'étirer un peu plus à chaque fois, s'étirer davantage. Avec raison, les promoteurs, les investisseurs, face à cette imprévisibilité-là du critère qui est adopté, ont tendance à s'essayer, pardonnez mon québécois, là, mais à s'essayer devant les tribunaux, s'essayer en première instance et lorsqu'ils n'obtiennent pas gain de cause, s'essayer devant la cour d'appel, dans l'espoir de voir leur aspiration à des projets futurs, donc à des profits, s'avérer. Donc, de voir la cour indemniser le fait, par exemple, pour un investisseur ou un promoteur de vouloir lotir, donc construire une foule de bâtiments ou d'habitations sur un terrain et être indemnisé pour le projet qu'il n'a pas pu réaliser. Il faut retenir que dans ces contextes-là, les collectivités, face au débat judiciaire, en sortent toujours perdantes. Même lorsqu'elles ont gain de cause, elles doivent toujours absorber les frais judiciaires, les honoraires d'avocats, ce qui exerce en soi une grande pression sur les collectivités qui malheureusement tentent d'agir au bénéfice de la nature, au bénéfice de leur lien avec la nature aussi. Il faut aussi nécessairement considérer que lorsqu'on considère uniquement l'effet d'une réglementation ou d'un règlement, d'un règlement ou d'un acte juridique, nécessairement, on exclut toute considération de la fin publique qui était recherchée par l'autorité qui est en cause, par l'acte qui est en cause. Ce qui occulte toute considération aussi de la responsabilité du propriétaire envers la collectivité. Dans ce contexte-là, on fait davantage face à ce que la Cour d'appel abordait dans la cause que je vous présentais tout à l'heure en 1993, donc Ibitiba, où elle écrivait qu'on verse davantage dans l'égoïsme individuel qui est pourtant dénoncé depuis de nombreuses années. Donc, il y a matière à se questionner, à savoir, mais comment se fait-il que la responsabilité d'un propriétaire envers la collectivité ne participe pas de ce test-là, mais uniquement l'effet sur lui individuel? Voilà pour l'expropriation de fait. Je vous invite maintenant à ce qu'on porte notre regard sur l'indemnisation. L'indemnisation, c'est un sujet qui est fort complexe. Ce n'est pas non plus le plus passionnant en matière de conservation. Il en demeure pas moins que ça a
une influence certaine sur la problématique de l'expropriation de fait au Québec, ou même de l'expropriation de droit, puisque, en raison des critères qui sont adoptés, on assiste à un risque de faire face à l'indemnisation de la spéculation plutôt qu'à l'indemnisation du propriétaire. Donc, lorsqu'on fait face à une expropriation de droit ou à une expropriation de fait, dans les deux cas, il doit y avoir une indemnité qui est définitive, qui est calculée. Pour la calculer, on s'en remet à un critère qui a été élaboré dans le droit anglo-saxon et qui se reflète maintenant dans les normes de pratique de l'Ordre des évaluateurs agréés. Ce critère-là, on l'appelle l'usage le meilleur et le plus profitable, l'UMEP. L'UMEP, à son simple titre, on pourrait croire qu'il appelle à la spéculation, à une indemnisation de la spéculation. Ce n'est pas le cas. En fait, l'UMEP n'est pas en soi un critère qui est problématique. Il existe pourquoi? Simplement parce que lorsqu'on exproprie une personne et qu'on l'indemnise, on considère qu'au moment que si le propriétaire avait choisi de vendre sa propriété, il l'aurait nécessairement vendu au meilleur coût qu'il peut obtenir sur le marché à ce moment-là. L'UMEP vise ça, donc à indemniser pour l'usage le meilleur et le plus profitable au moment de la fin de la propriété ou de la cession de la propriété. Donc, antérieurement, il avait pour objectif le critère de protéger le propriétaire afin que la valeur de la propriété ne soit pas diminuée par le projet de l'expropriant, qui, par exemple, pourrait déposer un projet d'expropriation en fin de conservation, faire perdre une grande valeur au terrain et donc indemniser à moindre coût l'exproprié. C'est ce que ça vise à éviter, l'UMEP. Et en ce sens-là, c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il n'est pas problématique. Aujourd'hui, cependant, on va beaucoup plus loin. L'UMEP impose maintenant l'obligation, en fait, les tribunaux imposent maintenant l'obligation de vérifier non seulement l'usage qui est permis par la loi ou les règlements au moment de l'expropriation, mais aussi de vérifier s'il sera possible dans un avenir rapproché de modifier la réglementation, ce qui permettrait à un promoteur d'aller de l'avant avec son projet. Donc, vous le voyez dans le second paragraphe de la décision qui est citée à l'écran, qui est Groupe Novico, qui reprend un arrêt qui est très important en matière d'UMEP, d'application de l'UMEP, qui est Fernand Gilbert. Donc, ce qu'on écrit ici, c'est si la réglementation du zonage fait obstacle à l'usage proposé donc par le propriétaire, il faut pousser la réflexion et se demander s'il est possible que l'exproprié puisse obtenir à court ou moyen terme que le règlement de zonage soit modifié de façon à permettre l'usage envisagé. Dans ce contexte-là, et dans la même définition là, qui est reprise dans Fernand Gilbert, en fait, qui vient de Fernand Gilbert, ce à quoi on assiste, c'est une transformation du critère de l'UMEP. C'est-à-dire que contrairement aux critères qui sont élaborés au premier paragraphe, la décision qui est à l'écran, on ne s'en tient pas uniquement aux droits dont bénéficiait le propriétaire au moment de l'expropriation. On vérifie aussi si dans le futur, ces droits-là pourraient être bonifiés. Et c'est ici qu'intervient la possibilité d'indemniser sur des critères qui sont d'abord imprévisibles, mais aussi la possibilité de voir un investisseur, un promoteur être indemnisé quant à sa spéculation, de voir finalement son aspiration au profit être couronnée de succès au détriment des collectivités. En matière d'indemnisation, donc, il y a imprévisibilité. Pourquoi? Mais en raison des contradictions que je viens de souligner. L'UMEP doit être permis par la loi et les règlements, donc l'usage le meilleur et le plus profitable doit être permis, mais en même temps, il est parfois permis d'écarter la loi et les règlements. D'ailleurs, dans la décision Fernand-Gilbert, la Cour d'appel le souligne elle-même. Ce critère-là, avec la possibilité de soulever la réglementation applicable, a entraîné fréquemment des interprétations qui sont disparates et qui s'écartent des critères qui s'appliquent en matière du MEP, donc qui ont engendré des indemnisations plus favorables. Même chose, lorsqu'on regarde les critères applicables à l'UMEP, on nous dit qu'il doit être l'usage le meilleur et le plus profitable, pardon, doit être probable plutôt que possible, en tenant compte cependant de la possibilité de faire modifier la réglementation. Donc, on est face encore là à des contradictions dans le langage, à des nuances qui sont très, très difficiles à cerner. Comment
peut-on prétendre à une évaluation de la possibilité de faire modifier un règlement de zonage ou une réglementation qui est défavorable à un investisseur ou un promoteur? Il faut se rappeler que l'UMEP est évalué par les évaluateurs agréés. Comment les évaluateurs agréés peuvent-ils prétendre à saisir les possibilités dans un avenir X, Y, Z de modification en fonction des désirs, souvent des clients qui retiennent leurs services? Ça revient à déporter sur ces professionnels-là un lourd fardeau que même les tribunaux auraient de la difficulté à rencontrer. Donc, comme je le mentionnais, l'UMEP a maintenant pour effet de dénaturer, en fait, l'évolution, pardon, de l'interprétation que reçoit l'UMEP a pour effet de dénaturer sa fonction première qui était de protéger le propriétaire et est aujourd'hui instrumentalisée parfois, malheureusement, au profit de la spéculation. Je vous ai mis à l'écran différents critères. J'attire votre attention sur le fait que l'UMEP se calcule aussi aujourd'hui selon des critères qui sont étrangers au droit civil. Il faut comprendre qu'à partir du moment où on se projette dans l'avenir selon une possibilité plutôt qu'une certitude de modification de la réglementation, ce qu'on fait finalement, c'est à indemniser pour les juristes la perte de chance de profit sans tenir compte du caractère certain que doivent revêtir cette menace-là pour le créancier. Pardon, j'utilise les termes juridiques, là, j'essaie d'éviter de le faire, mais donc, on se situe dans un contexte où on écarte les tests normalement applicables en matière civile pour finalement s'en remettre à une évaluation qui repose sur des critères qui sont très subjectifs et malheureusement souvent imprévisibles. En fait, ce qu'on va souvent constater dans la jurisprudence en matière de calcul de l'UMEP ou d'expropriation, d'indemnisation, c'est deux positions contraires adoptées par deux évaluateurs qui ne parviennent pas à s'entendre sur quelle est l'utilisation la meilleure et la plus profitable qui s'applique sur un terrain donné. Alors voilà qui complète un peu un survol du droit de l'expropriation. J'ai essayé de faire un petit peu plus vite. On avait beaucoup de commentaires à l'effet que certaines personnes étaient déçues de ne pas avoir le temps de participer à la période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire tout simplement dans la section questions-réponses. Je vais tenter d'y répondre de mon mieux sans verser toutefois dans l'opinion juridique, mais il me fait plaisir de vous renseigner davantage. Avant qu'on ne complète aussi sur la période de questions et qu'on débute avec les questions, pardon, je vous invite à assister ou à vous inscrire, si ce n'est déjà fait, à notre deuxième conférence qui portera sur le projet de loi 22, sur nos constats et les recommandations du CQDA sur le projet de loi 22. C'est le moment, jeudi, où notre mémoire sera publiée. Je vous invite à y assister puisque le diable est dans les détails et le projet de loi 22 est une manifestation certaine de cette expression-là qui est bien populaire. Donc, je me tourne maintenant vers la question. Et je ne suis pas le plus ferré en matière d'administration Zoom, là, donc il est possible que je m'empâte un peu dans les questions-réponses. Je vois une première question ici bon, à savoir comment la loi sur les mines permet-elle d'exproprier des propriétaires fonciers? Je n'ai pas tourné mon regard, pour être très honnête, vers la loi sur les mines pour la simple et unique raison qu'elle n'a pas de vocation de conservation. Assurément, elle peut porter atteinte au droit à l'environnement, là, à un environnement sain, on peut le qualifier comme ça. Cependant, la loi sur les mines n'est pas une loi qui permet un pouvoir de conservation, donc elle n'a peu retenu mon attention dans le contexte du projet de loi 22. Assurément, lorsqu'on parle, si la loi sur les mines prévoit un pouvoir d'expropriation, ce qui est peut-être le cas, si elle le prévoit, on parle alors d'une expropriation de droit et non pas d'une expropriation de fait. C'est une expropriation qui aurait alors lieu en vertu d'un pouvoir qui est explicite et prévu dans une loi. J'ai une seconde question encore là sur la loi sur les mines, à savoir, bon, une question concernant les organismes qui ont le pouvoir d'exproprier. Lorsque des personnes sont expropriées pour donner accès à leur terrain à un projet minier, qui les exproprie? Est-ce la municipalité?
Encore là, je vous invite à regarder dans la loi sur les mines pour vérifier qui dispose du pouvoir d'expropriation. Loi sur les mines, j'aurais fortement tendance à croire si effectivement il y a un pouvoir d'expropriation qu'il appartient à un ministère plutôt qu'à une municipalité. Et une question intéressante qui est la suivante. Donc, pourriez-vous nous expliquer pourquoi les collectivités doivent absorber les frais juridiques, même lorsque la Cour dépose un jugement qui statue en faveur de ces décisions? Pourquoi les frais ne sont-ils pas plutôt à la charge du promoteur qui entraîne en cours la municipalité? Il faut savoir que bon, dans les règles, dans le corpus judiciaire, lorsqu'une partie a gain de cause, elle peut réclamer, si ma mémoire est juste, les frais judiciaires, donc les frais juridiques. Cependant, les honoraires d'avocat ne font jamais partie de ces frais-là pour la simple et unique raison qu'une personne peut choisir la représentation qu'elle souhaite et donc se doter d'avocats avec des tarifs beaucoup plus élevés ou beaucoup moins élevés et que cette décision-là n'incombe pas à la partie bon, en défaveur de qui est rendue la décision. Donc, ce sont des règles qui sont prévues au Code civil, au Code de procédure civile, pardon, du Québec, qui indique à moins d'abus de procédure, il ne peut y avoir de réclamation des honoraires d'avocat. L'abus de procédure, c'est un recours autre lorsqu'une procédure n'est pas proportionnée, est abusive, est dilatoire, etc. Auquel cas, une partie peut effectivement demander à récupérer dans une certaine mesure les frais, les honoraires, pardon. Est-ce que la loi est différente en termes d'indemnisation dans le cas du gouvernement? Oups, j'ai perdu la question. Du gouvernement provincial ou d'une ville? Non, ce n'est pas le cas. En fait, l'indemnisation s'effectue, du moins dans le cadre du projet de loi 22, en fonction de ce qu'établirait le projet de loi 22, donc en vertu de la nouvelle loi concernant l'expropriation. Antérieurement, c'était prévu dans la loi sur l'expropriation et c'était aussi des concepts qui étaient développés par la jurisprudence et qui intégraient donc notamment l'UMEP depuis de nombreuses années, très, très nombreuses années. Euh, donc, c'est un développement jurisprudentiel et législatif, mais oui, effectivement, tant pour la province que pour une ville, c'est au même endroit et ça se fait selon les mêmes critères. On pose la question à savoir les municipalités ont le pouvoir d'expropriation pour fin de conservation, mais à partir de quel moment c'est plus difficile, inapplicable? Quand un plan de développement résidentiel est conclu avec la ville, plan de lotissement, etc., oui et non. En fait, ça ne devient pas plus difficilement applicable. J'aurais tendance à vous dire de faire attention, là. Il peut y avoir des nuances si on voit que le pouvoir d'expropriation est exercé de mauvaise foi ou de manière abusive. Quoi qu'il en soit, ce serait, à mon sens, déjà couvert par l'indemnisation. Ceci étant, il n'y a pas un moment où le pouvoir est plus difficile à exercer. C'est un pouvoir qu'une municipalité peut exercer de plein droit, l'expropriation, au moment qu'elle souhaite sous réserve, bien entendu, de suivre les procédures qui s'appliquent, là. On pose une question qui est qui fait partie du paysage là, en matière d'expropriation de fait, qui est très pertinente. Pourriez-vous élaborer sur l'expropriation de fait en lien avec les PRM-HH, donc les plans régionaux bon, les plans régionaux milieux humides et hydriques, puisque dans ces plans, il faut désigner des sites à conserver. Comment naviguer à travers ces éléments? Est-ce une expropriation de droit ou de fait? Il faut toujours se rapporter à l'élément de base, c'est-à-dire à partir du moment où un pouvoir n'est pas appelé un pouvoir d'expropriation, ce n'est pas un pouvoir d'expropriation, c'est un pouvoir qui est susceptible de faire l'objet d'allégations d'expropriation de fait. Donc, qui est potentiellement pourrait être visé par des allégations à l'effet que les limites imposées à la propriété sont trop grandes. Je vous donne un exemple. Il y a une affaire qui est devant les tribunaux depuis
maintenant 2012, qui est toujours pendante, qui vient d'être fixée en 2025 pour un procès en 2025. Donc, je ne me prononce pas, bien entendu, sur le fondement juridique de l'affaire. Cependant, je porte à votre attention qu'elle mettait en cause le fait pour l'État de venir protéger des bandes riveraines de la rivière Richelieu pour créer une réserve en matière de biodiversité. Et dans ce cas-ci, la mise en protection des berges a fait l'objet d'un recours pour expropriation déguisée qui n'est toujours pas réglé d'ailleurs. C'est d'ailleurs un record là, en matière civile à ma connaissance, du moins dans ma carrière, là, presque 11 ans avant de voir un procès fixé. J'ai rarement vu ça. On parlait d'honoraires d'avocat tout à l'heure. La question est très intéressante sur le droit de préemption. Est-ce que le droit de préemption que peuvent utiliser les municipalités est un autre outil pour acquérir à valeur juste des propriétés? Le droit de préemption, question de mettre en lumière le concept, c'est un droit qui permet bon, à une tierce partie d'acquérir un terrain ou un immeuble à un prix, pas à un prix, mais de façon privilégiée. C'est-à-dire qu'elle peut décider avant toute autre personne si elle souhaite acquérir ou non. Euh, Est-ce que ça vient jouer en concept d'expropriation? Non, parce qu'on parle alors d'un achat de gré à gré. C'est comme ça qu'on l'appelle en termes juridiques. Donc, c'est un achat volontaire de la propriété. Je vois qu'il y a plusieurs personnes là, qui semblent lever la main. Je vous invite à plutôt poser vos questions dans la section qui s'appelle questions et réponses. Je vais tenter là, d'y répondre, de répondre au plus de questions que je peux. Là. Il me reste encore un 20 minutes, donc ça me fait plaisir de le faire. Là, si vous souhaitez demeurer présent et poser vos questions par écrit, faites-le de cette façon-là. Je vois une question à savoir comment les autorités peuvent vérifier la présence d'espaces humides, d'espèces protégées sur les propriétés. Je vais inviter la personne qui nous pose cette question-là plutôt à adresser la question à la ligne verte de notre organisme pour obtenir de plus amples informations. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que les municipalités, par exemple, ont des pouvoirs d'inspection sur leur territoire, donc peuvent non seulement observer, et retracer, mais aussi mettre en carte les milieux humides, voire même l'obligation maintenant de le faire. Donc, les plans régionaux des milieux humides visent un peu cet objet-là. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à vous tourner vers notre ligne verte. Je fais le même commentaire pour ce qui a trait aux questions relatives là, à la modification des zonages, comment limiter les possibilités de modifier le zonage. Je vous invite à vous tourner vers notre ligne verte si ça a trait, bien entendu, au droit de l'environnement, à la conservation. Il me fera plaisir de répondre à votre question de façon plus détaillée. Il y a eu une question à savoir s'il y a eu des procès où il était question d'expropriation déguisée en zone agricole ou est-ce que c'est uniquement en zone blanche? Un petit bémol, je ne saurais pas avoir là, la question, la réponse précise. Là, j'ai pas lu toute la jurisprudence en matière d'expropriation déguisée, donc à prendre avec des pincettes. Mais cependant, j'attire votre attention sur le fait qu'en matière de zone agricole, c'est la CPTAC qui exerce une compétence sur ce qui peut avoir lieu comme activité sur un territoire qui est zoné agricole. Dans ce contexte-là, c'est souvent davantage vers cette instance quasi-judiciaire-là que les recours vont se tourner en alléguant notamment que ça ne respecte pas la vocation agricole du territoire ou du terrain qui est en cause. Existe-t-il des outils et des supports pour que les municipalités plus petites puissent utiliser leurs droits réglementaires pour protéger l'environnement? Oui, il y en a plein.
J'ai tendance à vous dire, d'abord, le CQDE peut vous offrir du soutien en vous transmettant de l'information juridique, voire même en vous accompagnant dans vos démarches pour le faire. Je vous invite aussi à considérer les efforts qui sont déployés par la SNAP Québec en ce moment, qui a de superbes projets d'éco-fiscalité. Si vous tapez dans votre furteur SNAP éco-fiscalité, vous allez trouver là, leur communiqué de presse, si ma mémoire est juste sur le sujet. Donc, ce sont des projets pilotes à l'heure actuelle qui accompagnent les municipalités dans la rédaction notamment de règlements éco-fiscaux, donc qui prévoient, par exemple, un certain soutien financier, un certain allègement financier pour les propriétaires qui font des efforts de conservation. Ça peut être un super bel exemple de réglementation. Mais si vous avez des questions plus pointues, encore ici, je vous invite à utiliser les outils que vous offre le CQDE. Ça nous fera plaisir de vous transmettre davantage d'infos. On écrit, vous parliez de la probabilité devenue possibilité avec la considération des effets d'une éventuelle modification de la réglementation de zonage dans la prise en compte de l'UMEP. Est-ce que le TAC, donc le Tribunal administratif du Québec, ou une cour a déjà considéré les impacts de l'approbation référendaire sur cette possibilité? Assume-t-on une absence d'opposition des zones visées et contiguës? J'ai tendance ici à vous dire qu'on se situe dans la question qui est au cœur de la réflexion en matière d'expropriation. Lorsque je vous mentionnais, on occulte la responsabilité du propriétaire envers la collectivité en matière de conservation. Donc, en s'intéressant uniquement à l'effet de la réglementation ou de l'acte qui est en cause, ce qu'on fait, c'est occulter un peu l'utilité publique ou lui conférer peu de valeur, ou du moins, elle ne contribue pas dans la pondération ou dans l'équilibre qui est souhaitable dans les revendications d'un propriétaire. On s'intéresse uniquement à l'effet sur sa propriété sans considérer ses responsabilités envers la collectivité. Donc, dans le cadre, pour répondre peut-être davantage à votre question, là, dans le cadre de la considération des critères de l'UMEP, non, l'approbation référendaire donc n'est pas prise en compte. Quelqu'un nous demande comment encourager les municipalités à effectuer de la conservation lorsqu'elles risquent des poursuites, plus que la valeur foncière des terrains à vocation de conservation se voit diminuer. Donc, comment encourager les municipalités à effectuer de la conservation lorsqu'elles risquent des poursuites? Première réponse, ben, soutenir les recommandations du CQDE qui vous seront présentées jeudi. J'ai le goût de vous le dire avec un sourire, mais davantage participer aux consultations publiques pour réaffirmer qu'il est important d'agir rapidement pour soutenir les efforts de conservation des municipalités. C'est là le cœur de notre intervention aujourd'hui. C'est ce qu'on va porter aussi comme message citoyen indépendant devant l'Assemblée nationale le 20 septembre prochain. Et on vous présente des recommandations en ce sens-là jeudi, mais il est, à notre sens, nécessaire, requis, vital de faire modifier le projet de loi 22 dans sa forme actuelle afin qu'il réponde adéquatement aux problématiques et qu'il évite la paralysie des municipalités, notamment en matière de conservation. La seconde partie de votre question, quant à la diminution de valeur des propriétés foncières lorsqu'on leur voue une fonction de conservation, je ne vous cacherai pas que ça a été une épine dans mon pied dans la réflexion bon, que le CQDE a eu sur l'expropriation. Pourquoi? Parce que il est faux de prétendre qu'une terre préservée aux fins de conservation n'a aucune valeur. Je ne suis pas un expert en la matière, mais il y a un marché qui existe pour ça. Il y a possibilité aussi d'avoir des organismes qui acquièrent la terre pour la protéger. Il y a différents outils qui sont disponibles. On ne peut pas dire qu'il y a perte de valeur, mais je vous dirais plus fondamentalement, ce qui est inquiétant lorsqu'on se dit, ben, en matière de conservation, ça n'a aucune valeur, c'est qu'on considère uniquement la valeur économique de la conservation, on ne considère pas sa valeur essentielle au maintien ou à la préservation de la vie humaine, notamment sur Terre, mais aussi des habitats essentiels fauniques et floristiques. En 2021, la Cour suprême écrivait dans le renvoi sur, là j'oublie, les gaz à effet de serre, que les changements climatiques constituent un défi existentiel pour l'humanité. Euh,
Il va falloir répondre à cette menace-là et malheureusement, lorsqu'on n'accorde aucune valeur à l'acte de conservation ou au territoire préservé, semble-t-il malheureusement qu'on a tendance à moins les considérer comme étant essentiels et pourtant ils le sont, le demeurent et devraient occuper davantage d'espace. J'aurais même tendance à vous dire, et là je spécule, mais dans un avenir rapproché, est-ce qu'on ne peut pas penser que les propriétés qui bénéficient d'espaces conservés n'augmenteraient pas en valeur? J'ai pas de bouteille là, de génie, mais j'ai tendance à vous dire qu'on peut l'imaginer assez aisément là, dans un futur proche où les espaces verts vont gagner en popularité. Quelqu'un demande, est-ce que ce serait pas plus simple d'avoir une loi qui mentionne clairement qu'il serait possible pour une instance gouvernementale ou municipale d'exproprier pour des raisons de conservation basées sur les rôles des écosystèmes, milieux humides? J'ai tendance à vous répondre qu'en fait, cette possibilité-là, elle existe déjà. Elle est déjà prévue dans différentes lois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lois-là prévoient différents pouvoirs qui permettent d'encadrer différents types d'actions. Donc, certaines en matière de milieu humide, d'autres en matière de préservation du couvert forestier, etc. Et elles ont leurs spécificités propres. Donc, il est important de garder ces lois-là sans qu'elles soient nécessairement distinctes, mais de voir ces pouvoirs-là être abordés eux égards à l'objectif qu'ils poursuivent. Donc, oui, c'est déjà prévu, ça existe, et leur séparation peut entraîner une certaine confusion, assurément. Malheureusement, bon, c'est l'état du droit environnemental maintenant, là, c'est éclaté dans plusieurs lois, mais il en demeure pas moins que le fait, ce pouvoir-là est déjà prévu quelque part, là, donc on peut le faire. Quelqu'un nous demande est-ce que le CQDA intervient ou prévoit intervenir dans certains dossiers devant les tribunaux à ce sujet? Je vous réponds simplement qu'on ne dévoile jamais nos punchs avant de déposer des procédures. Si jamais, quelqu'un nous demande si jamais la municipalité change d'idée, donc changement de conseil municipal, bien entendu, là, peut-elle revendre le lot? Donc, j'imagine qu'on parle d'un lot conservé. Ici, je vous dirais oui, sous certaines réserves. Il y a certains pouvoirs de conservation sur lesquels on ne peut pas revenir. Il y en a d'autres sur lesquels on peut revenir. J'ai tendance à vous dire cependant, si le lot visé fait l'objet d'un recours en matière d'expropriation de fait, certaines décisions ont retenu que le fait pour la municipalité de faire marche arrière démontrait le peu de sérieux des démarches, démontrait qu'effectivement il y avait expropriation de fait et appelait donc à indemnisation et passation du titre, c'est-à-dire transfert de la propriété tout de même. Donc, tout est une question de fait. Là. Ici, j'émets certaines hypothèses, mais j'espère que ça répond à votre question. On demande si, à l'inverse, c'est intéressant l'enchaînement des deux questions qui proviennent de deux personnes différentes, mais quelqu'un nous écrit, je comprends que la loi a une vocation de conservation, mais serait-il possible que des organismes de conservation soient expropriés pour des projets d'infrastructure du ministère des Transports, par exemple? Est-ce qu'une demande du RNMP appuierait le but de conservation versus un projet d'infrastructure qui rendrait l'expropriation impossible? Il y a peu à mon sens, selon ma compréhension actuelle, de possibilité de rendre l'expropriation impossible. Ceci étant, je viens de le mentionner en répondant à la question précédente, il y a des pouvoirs de conservation qui sont perpétuels et immuables. Dans ce contexte-là, l'expropriation, j'aurais tendance à vous dire qu'elle pourrait être contestée. Je ne peux pas, bien entendu, me prononcer sur les chances de succès d'un tel recours. L'adoption du projet de loi 22, quelqu'un pose la question, c'est prévu pour quand? L'adoption n'est jamais prévue. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que la commission parlementaire sur le projet de loi 22 a lieu les 14 septembre, 19, 20 et 21 septembre, si ma mémoire est juste. Si vous avez besoin de plus d'informations, tapez projet de loi 22, expropriation, Assemblée nationale. Vous allez trouver l'info. À défaut, écrivez-nous. Ça nous fera plaisir de vous transférer le lien là, pour que vous puissiez bénéficier de l'ensemble des infos.
Quelqu'un nous écrit, avez-vous vraiment espoir en lien avec le projet de loi 22, d'un côté la population, municipalité, et de l'autre les grands propriétaires fonciers? Je vais tomber en bas de ma chaise si la politique choisit de pencher du côté de David plutôt que Goliath. J'ai tendance à vous dire, oui, c'est vrai qu'on est parfois les David, mais quand on se rassemble, on peut devenir le Goliath. Donc, je vous invite à assister encore une fois à notre conférence qui est prévue jeudi et appuyer le dépôt de notre mémoire à l'Assemblée nationale après avoir pris connaissance de nos recommandations et si vous êtes d'accord, bien entendu. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Je pense que tous les efforts valent la peine d'être faits et on ne doit pas baisser les bras aussi facilement. Quelqu'un pose la question à savoir si les documents de planification des villes MRC, donc les politiques, schémas d'aménagement, etc., peuvent influencer les différents UMEP attribuables à un site donné et ainsi entraîner des effets directs sur l'indemnisation qu'un propriétaire peut escompter. Ou est-ce que la seule réglementation d'urbanisme peut avoir cet effet? Tous ces éléments-là peuvent exercer, là, en réponse à votre question, un apport sur l'UMEP qui sera déterminé par un évaluateur. On évalue finalement, on regarde la réglementation et bien entendu du, pardonnez-moi, là, du contexte juridique qui prévaut, les politiques, plans d'aménagement, etc., schémas d'aménagement s'appliquent nécessairement, sont des pouvoirs, des outils juridiques légitimes qui imposent des contraintes. Et en ce sens-là, ils doivent nécessairement participer de la détermination. On le voit d'ailleurs dans certaines décisions. L'UMEP accorde-t-elle une valeur à la conservation? Pas à ma connaissance. Je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais il me semble y avoir des décisions où l'évaluation foncière en matière de conservation tourne autour de 1 dollar pour certains terrains à Québec. Donc, j'aurais tendance à vous dire non. C'est un sujet qui peut être intéressant. On pourrait se questionner à savoir, donc, un terrain qui a toujours été voué à la conservation, est-ce qu'il est pourtant, pour autant dénué de toute valeur? Je serais curieux de voir ça. Malheureusement, dans ce dont j'ai pris connaissance, donc dans les interprétations judiciaires devant les tribunaux, je n'ai pas vu d'exemple là, qui permettent de répondre plus adéquatement ou plus précisément à votre question. Quelqu'un demande est-ce que le Québec se compare aux autres provinces en matière d'encadrement de l'expropriation? Est-ce qu'il y a des juridictions qui pourraient servir d'inspiration pour une réforme? On s'en distingue, oui et non. Dans les autres provinces, on parle de highest and best use, et qui remplace finalement un peu le critère de l'utilisation raisonnable en matière d'indemnisation. En matière d'encadrement de l'expropriation, ce sont davantage des éléments qui doivent être prévus dans des lois particulières et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion là, de me pencher sur les régimes à travers, pour les provinces à travers le Canada de façon plus détaillée. On s'y est intéressé en termes d'indemnisation uniquement, mais comment est-ce que c'est encadré ailleurs? Il faut comprendre que l'expropriation de fait repose sur un régime qui est propre au Québec, là, l'article 952. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a rien qui est prévu dans les autres provinces, mais on se trouverait alors face à des régimes juridiques extrêmement différents. Dans ce contexte-là, cette analyse-là était de peu d'intérêt là, pour le sujet qu'on a à prévoir pour le projet de loi 22. Est-ce que le projet de loi 22 vient corriger l'incertitude liée au montant de l'indemnisation? Je vous réponds avec un petit sourire assistant à notre conférence de jeudi. Qu'en est-il du projet de loi 22? Est-ce que l'UMEP va encore s'appliquer de la même façon, même chose? Quelqu'un écrit rapidement, si j'ai bien compris, les municipalités ont le pouvoir d'exproprier à des fins de conservation ou la création d'un espace vert.
L'expropriation déguisée, surtout lorsque finalement la municipalité ne souhaite pas donner une indemnité basée sur la spéculation. Il y a des nuances, là, bien entendu, qui s'imposent, là, des nuances importantes. L'expropriation déguisée ou de fait, elle intervient pas lorsque la municipalité ne souhaite pas indemniser. Elle intervient plus fréquemment qu'autrement lorsque la municipalité tente de protéger son territoire. Donc, elle le fait sans tenter d'exclure la propriété. Généralement, ces allégations-là vont survenir davantage lorsque elles contrecarrent les projets d'investisseurs ou de promoteurs qui ont les moyens de se pourvoir devant les tribunaux. Donc, il n'y a pas là, je n'y vois pas du moins une tentative de la municipalité de contourner ses obligations, mais plutôt une tentative de s'acquitter de ses devoirs. Quelqu'un nous demande, pourriez-vous me donner quelques exemples d'usages qui seraient déraisonnables dans l'état actuel du droit? Je vous dirais, faites attention, on ne parle pas d'usages qui sont déraisonnables pour un terrain, on vise davantage à vérifier est-ce qu'il reste des utilisations raisonnables d'un terrain lorsqu'on parle d'expropriation de fait. Et ici intervient l'imprévisibilité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, Tout est une question très subjective. C'est une question qui est très subjective. Certains juges ont considéré que le fait de ne pas pouvoir construire faisait qu'il ne restait aucune utilisation raisonnable. Parfois même, dans des contextes où rien n'était construit sur la Terre depuis près de 30 ans. L'arrêt Duprat, qui a été rendu en 2022 par la Cour d'appel, entre autres, bon, Madame Duprat achète le terrain de sa sœur en 1976 au coût de 1 dollar. Elle ne va jamais sur le terrain en question, qui est une terre forestière, jusqu'en 2008. Or, en 2006, donc 30 ans après l'achat, en 2006, la municipalité accroît la portée de son règlement de conservation, de zonage de conservation, qui englobe maintenant l'ensemble de la propriété, qui était déjà conservée dans une certaine mesure. Là, ça mérite d'être mentionné. Lorsqu'on regarde la situation, finalement, en 2006, adoption de ce zonage-là, Madame va visiter son terrain en 2008 et va se renseigner sur la situation réglementaire, à savoir est-ce qu'elle pourrait entreprendre ou non des projets de lotissement et de développement immobilier. Et la municipalité, bon, va lui répondre non, là, je vulgarise, mais va lui répondre non en vertu de notre règlement de zonage. Et les cours, finalement, vont déterminer qu'une indemnité s'impose à la dame. En première instance, la Cour supérieure avait accordé 450 000 pour ce terrain acheté au coût de 1 dollar. 455, si ma mémoire est juste. Il me semble que les montants qui étaient réclamés étaient de 4 points quelques millions de dollars. Et pour l'instant, on ne connaît pas finalement ce qui s'est passé avec le recours, puisque c'est monté devant la Cour d'appel. La Cour d'appel est intervenu pour réformer le montant, donc augmenter le montant qui sera indemnisé à la propriétaire, Madame Duprat. Et pour l'instant, à ma connaissance, ce recours-là n'a pas connu de fin définitive pour l'instant.
Quelqu'un demande quel est le tribunal qui juge les poursuites en expropriation de fait, c'est la Cour supérieure au Québec. Donc, l'indemnisation est davantage l'apanage du tribunal administratif du Québec, mais au Québec, l'expropriation de fait se passe devant la Cour supérieure. Voilà qui complète les questions qui nous ont été soumises. Donc, il est présentement 13h14. On est pile poil dans les temps. J'espère que cette conférence-là vous a été utile. J'espère aussi avoir l'occasion de vous revoir pour un sujet encore plus corsé jeudi prochain. Donc, dans 2 jours à midi, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à prendre connaissance du mémoire qui sera publié à ce moment-là et à vous manifester, bien entendu, devant l'Assemblée nationale. Ça a été un plaisir de vous de discuter, en fait, de faire un monologue devant vous aujourd'hui et j'espère avoir répondu à vos attentes. Au plaisir de vous revoir dans 2 jours. Au revoir.